La dernière fois, on a parlé de quelle morale devait être programmée dans les intelligences artificielles. On a vu en particulier le concept de volition cohérente extrapolée. De façon grossière, la volition cohérente extrapolée, c'est la morale que nous autres humains voudrions avoir si nous étions capables de penser plus longuement, de façon plus juste et avec plus de données fiables. Bon, c'est une notion qui n'est pas tout à fait rigoureuse et il y aurait encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais on va supposer pour aujourd'hui qu'on a réussi à programmer 99,99% de cette morale dans une IA. Est-ce que le problème de la morale des IA serait résolu pour autant? Eh bien malheureusement, la réponse est non. Ou du moins, pas si on a réussi à résoudre le problème de la programmation de la morale de l'IA, qu'à 99,99% seulement. Je vous présente El-Mahdi El-Mohamdi, doctorant à l'EPFL, qui fait sa recherche en sécurité des IA. Et comme le dit Mehdi, résoudre le problème à 99,99%, c'est ne pas l'avoir résolu. Oui, parce que du coup, ça veut dire que l'IA pourrait complètement se louper 0,01% du temps. Sauf que les IA d'aujourd'hui prennent des milliards de décisions, parfois par seconde, comme quand il s'agit de recommander des vidéos sur YouTube. Or, 0,01% d'un milliard, ça fait 100 000 décisions potentiellement catastrophiques, comme recommander une vidéo sexuelle à un enfant, une invitation au suicide à une personne déprimée ou une vidéo anti-vaccin à une jeune maman qui cherche des conseils pour son bébé. Et ça, c'est juste YouTube. Dans un futur potentiellement assez proche, l'IA pourrait être aussi en charge d'un grand nombre d'opérations à grand risque, comme la conduite de véhicules autonomes, les problèmes de santé et l'exploitation de ressources. Pour pouvoir être implémentée en pratique, l'IA devra être robuste aux erreurs, et ces quelques erreurs devront pouvoir être rectifiées rapidement et efficacement. Dans le jargon, on dit que l'IA devra être tolérante aux fautes. En fait, c'est même pire que ça. Vu le rôle central que joue l'IA dans le futur, il y a de très grandes chances que les utilisateurs mal intentionnés cherchent à exploiter les failles de l'IA. Et d'ailleurs, cette remarque n'est pas spécifique à l'IA. Comme on en a déjà longuement parlé dans la série sur la démocratie, dans des systèmes complexes avec de nombreux utilisateurs, il est primordial d'anticiper les incentives de ces utilisateurs, car ces incentives peuvent amener les utilisateurs à user de toutes sortes de comportements, y compris des comportements immoraux, pour arriver à leur fin. Par exemple, les joueurs de football vont profiter des facultés limitées des arbitres humains, comme par exemple leur inaptitude à toujours repérer les simulations. Ce sont ces failles des arbitres humains qui poussent les joueurs à effectuer des simulations. Bien sûr, ces simulations ne fonctionnent pas toujours, mais les quelques fois où elles fonctionnent, elles risquent de changer drastiquement le cours des matchs. Alors, dans le cas de foot, il s'agit de problèmes pas existentiels. Encore que une simulation qui conduit à un penalty en finale de Coupe du Monde, ça peut générer de la haine dans tout un pays et ainsi conduire à des millions de déçus. Mais quand il s'agit de problèmes de santé, d'environnement ou de sécurité, les enjeux sont tout autres. Imaginons par exemple que les contrôles de sécurité à l'aéroport soient désormais gérés par des intelligences artificielles. Ces IA sont capables de scanner vos bagages en rayon X et de déterminer mieux que les humains si vos bagages contiennent des armes dangereuses. Et imaginons que les humains ont un taux de réussite de 90%, alors que les IA font un bon 99,99%. Est-ce à dire que les IA seront plus sûrs que les humains ? Eh bien pas forcément. En effet, le problème c'est que même si l'IA a plus souvent raison que l'humain pour des bagages pris au hasard, il reste néanmoins possible que des terroristes arrivent à systématiquement piéger les IA, alors que ces mêmes terroristes auraient du mal à systématiquement piéger les humains. Et malheureusement, ce genre de défaillance des IA semble omniprésent dans les IA d'aujourd'hui. En effet, de nombreuses études montrent que les meilleures IA en analyse d'images ont des performances surhumaines. Et pourtant, il est généralement possible de modifier les images analysées de manière imperceptible pour le humain, tout en amenant l'intelligence artificielle à complètement se foirer dans l'interprétation de l'image en question. Comme dans le cas d'une bombe qui, selon une intelligence artificielle, sera perçue comme une tortue. Et là, je fais référence à une étude par des étudiants du MIT qui ont imprimé en 3D des tortues, des fausses tortues, et réussi à les faire passer auprès d'une intelligence artificielle de Google pour des armes à feu. On peut très bien imaginer l'inverse, où des terroristes fabriqueront des armes à feu qui seront perçues par des intelligences artificielles d'aéroport comme des bagages anodins. Et je vous renvoie vers l'épisode 20 avec LGJ, où on a vu en quoi la malédiction de la dimensionnalité semblait être une cause majeure de cette défaillance des IA. Ces façons d'exploiter ces failles des intelligences artificielles sont appelées les attaques par évasion. Une attaque par évasion, ça consiste à bien connaître les intelligences artificielles qui nous affectent et à bidouiller légèrement nos données pour que ces IA classifient nos données de manière erronée. Et bon, quand ce sont des vidéos YouTube, ça peut rendre quelques annonceurs publicitaires mécontents, mais quand il s'agit, disons, de voitures autonomes ou de médecine assistée par des IA, le problème des attaques par évasion peut être tout à coup une question de vie ou de mort. De telles attaques peuvent amener les IA à voir et à entendre des choses qui ne sont pas là, ce qui peut ensuite causer des accidents et donc des morts suivies de décès.
Et en fait, aujourd'hui, une grosse partie de la recherche en IA consiste justement à réduire la vulnérabilité des IA à ces attaques par évasion. Ceci dit, il existe des attaques potentiellement plus redoutables encore que ces attaques par évasion. Souvenez-vous, une IA, c'est avant tout une machine à apprendre des données qu'on lui fournit. Mais alors, si un hacker veut vraiment faire dysfonctionner une IA, il lui suffit d'attaquer les données d'apprentissage. Là encore, l'analogie avec les humains est assez évidente. Si vous voulez que le peuple croie quelque chose, que cette chose soit vraie ou fausse, alors vous pouvez l'en convaincre en l'exposant à certaines données plutôt qu'à d'autres. Typiquement, si vous voulez que le peuple croie que la logique du premier ordre avec tiers exclu soit le fondement de tout savoir rigoureux, alors vous pouvez l'en convaincre en l'éduquant à la sauce bourbakiste dès son plus jeune âge. Et si vous voulez le convaincre que seule la démocratie est légitime, vous pouvez vanter les mérites de la démocratie dans tous les médias. Comme l'humain, ce que pensera l'IA dépendra fortement de ce à quoi l'IA sera exposée. Or, de nos jours, ces IA ont tendance à piocher leurs données du web, d'internet, et ces données sont bien trop nombreuses pour être filtrées par un humain. Pire encore, des hackers pourraient volontairement biaiser les données du web en y mettant des fausses données, des sortes de fake news si on veut utiliser le terme. Typiquement, si vous êtes profondément anti-vax, vous pourriez vouloir partager sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Wikipédia des faux graphes indiquant toutes sortes de corrélations entre vaccination et d'autres données. Une IA qui apprendrait de Twitter, de YouTube et de Wikipédia pourrait alors avoir un apprentissage biaisé par vos données et conclure que ces vaccins ont un effet nocif sur la santé. On parle là d'attaque par empoisonnement. Poisoning attacks en anglais. Puisque d'une certaine manière, les IA se nourrissent des données et que l'attaque consiste à empoisonner la qualité de ces mêmes données. Or, comme le dit l'adage de l'informaticien, garbage in, garbage out. Autrement dit, si vous donnez de la merde à une IA, elle vous ressortira de la merde. Ce qui est vraiment problématique, c'est que bien souvent, une seule donnée empoisonnée peut complètement pourrir l'apprentissage de l'IA. Par exemple, si vous cherchez à apprendre une régression linéaire, alors en modifiant l'ordonnée d'une seule donnée d'entraînement, un attaquant peut vous amener à apprendre une corrélation négative au lieu d'une corrélation positive. Typiquement, en ne modifiant qu'une seule donnée d'apprentissage d'une IA, on peut amener une IA à apprendre que l'utilisation des vaccins est corrélée négativement et donc a un effet négatif sur la santé. Alors, moi, j'aime bien donner l'analogie suivante. Imaginez une salle remplie de chercheurs universitaires en train de déclarer le revenu. Et une IA veut apprendre, grâce à cet échantillon, la fortune typique d'un chercheur universitaire. Sauf que dans la salle, passait par erreur un milliardaire qui remplissait lui aussi sa fiche de revenus. L'IA, qui fera des raisonnements par moyenne, déduira que les chercheurs universitaires sont des multimillionnaires. Parce que la moyenne d'un milliard et de quelques milliers, ça fait des centaines de millions. L'IA qui raisonnera par médiane, par contre, elle ne se trompera pas. Le revenu typique d'un chercheur universitaire est bien de l'ordre du millier d'euros. Parce que la médiane, c'est la valeur qui se trouve au milieu du classement. Et si on classe plusieurs milliers, puis 1 milliard, la moitié, la médiane sera toujours de l'ordre du millier. De façon générale, nos algorithmes d'apprentissage naïfs ne sont absolument pas robustes à ce genre d'attaque par empoisonnement. Pour contrer les attaques par empoisonnement, il est important d'anticiper le fait qu'une certaine proportion des données ne sera pas fiable. Et typiquement, une façon de se faire est de remplacer les calculs de moyenne par des calculs de médiane, à l'instar de ce qui a été proposé par le jugement majoritaire dont Lay a parlé dans un épisode de sa série sur la démocratie. Dans le cadre de la régression linéaire, ceci correspond à remplacer la régression linéaire classique par moindre carré par une minimisation des déviations absolues, notamment défendue par le grand Laplace. Laplace! Comme on en a déjà parlé dans l'épisode 9. Et de façon plus générale, il semble indispensable de concevoir des algorithmes d'apprentissage qui partent de l'a priori que certaines des données reçues seront complètement erronées, voire biaisées, et qu'il faut donc absolument s'autoriser à ne pas les expliquer. Tout ça pour dire, les IA doivent développer elles aussi un esprit critique pour soigner leur hygiène mentale. Enfin, une dernière cause potentielle de dysfonctionnement des IA est un dysfonctionnement au niveau de certains de leurs composants, surtout au fur et à mesure que l'architecture des unités de calcul des IA sera de plus en plus décentralisée. On l'observe de plus en plus. Les meilleures intelligences artificielles modernes utilisent souvent plusieurs cartes graphiques pour paralléliser leurs calculs, voire plusieurs centres de données distincts pour ne pas avoir à transporter ces données, qui est une opération très coûteuse en termes de temps et d'énergie. C'est typiquement ce que fait l'IA de YouTube, qui doit être au service de milliards d'utilisateurs. Cependant, dans des systèmes complexes décentralisés, il est improbable qu'aucun des composants ne se mette à dysfonctionner. Pire, un composant peut être hacké et son comportement peut être contrôlé par un individu malveillant. Les systèmes d'intelligence artificielle modernes se doivent alors se doter d'algorithmes d'apprentissage résilients face à toutes sortes de dysfonctionnements de leurs composants. On parle alors de tolérance aux fautes byzantines, en référence aux travaux du prix Turing 2013 Leslie Lamport.
Et il y aurait tellement plus à dire sur ces notions d'algorithmique distribuée et de faute byzantine. Mais ça nous éloignerait un petit peu des problèmes d'IA de notre série. Bref, comme vous l'aurez compris, au fur et à mesure que l'IA est déployée à grande échelle, de nombreux problèmes de sécurité et de résilience à toutes sortes d'attaques se posent. Or, l'IA nous gouverne en fait déjà. Il y a donc urgence à adresser ces problèmes de sécurité des IA. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un grand merci à Mehdi qui est doctorant à l'EPFL. C'était pas facile comme exercice, donc merci à lui d'avoir osé participer. Mehdi a justement récemment publié une série de 3 articles dans les très grosses conférences en machine learning que sont NIPS et SIML sur des problèmes justement d'agrégation de l'information liée à différentes données et le tout en étant robuste à des attaques byzantines, notamment sur les données qui sont fournies, notamment disons des idées comme la médiane plutôt que la moyenne. Donc si vous voulez en savoir plus et savoir comment on peut rendre des IA plus robustes à des attaques par empoisonnement, je vous recommande vivement d'aller lire ces articles, mais il faut être quand même motivé parce que c'est des articles de recherche. Mehdi est aussi celui qui a lancé le projet Wandida, qui est la raison pour laquelle j'ai été embauché à l'EPFL, donc c'est un peu beaucoup grâce à lui que j'ai le job que j'ai aujourd'hui. Et donc plus généralement, si vous voulez en savoir plus sur les principes de base du machine learning ou même des mathématiques, de la physique ou de l'informatique, je vous recommande d'aller checker Wandida, notamment certaines vidéos qu'a fait Mehdi sur la chaîne Wandida. La dernière fois, on a parlé de la volition cohérente extrapolée et Fumil nous demande si ce CIV, ça a l'air tout beau, tout rose, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des défauts? Quelles sont les alternatives? Alors, des alternatives, oui, il y en a. Par exemple, on peut penser à l'utilitarisme ou à n'importe quelle forme de conséquentialisme où les valeurs des différents états du monde sont entrées à la main par un humain. On pourrait aussi imaginer que pour chaque décision de l'IA, il y a un vote démocratique pour savoir ce que l'IA doit faire. Sauf que bien sûr, ça pose le problème qu'il faut organiser ce vote et ça va prendre un temps fou. Voilà, ça prend plusieurs jours que d'organiser un vote à l'échelle nationale ou internationale. Et du coup, ça voudrait dire que l'IA ne peut prendre qu'une décision par plusieurs jours, ce qui est vraiment pas satisfaisant puisqu'on aimerait des IA qui prennent des milliards de décisions par seconde. En tout cas, c'est ce que font déjà les IA d'aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que les alternatives au CIV, il y en a, mais elles sont souvent quelque chose d'assez insatisfaisant. En tout cas, moi, entre l'utilitarisme et le CIV, j'hésite pas une seconde. L'utilitarisme me semble très très dangereux si on l'implémente dans une intelligence artificielle. Et du coup, c'est un vrai problème très difficile que de programmer la morale des IA. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres alternatives très crédibles. Je dirais que CIV est vraiment de loin aujourd'hui ce que je trouve le plus convaincant. Et ça, c'est un point très important. Si vous voulez critiquer le CIV, il faut essayer de critiquer par rapport à une alternative. Et du coup, voilà, je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à ce problème en tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment pas assez réfléchi à ce problème pour l'instant pour dire que CIV est la seule solution possible. Mais c'est la seule solution que parmi celles que j'ai croisées, qui me semble vraiment convaincante. Quant à savoir si CIV a des défauts, oui, il y en a malheureusement énormément. Le principal défaut de CIV, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à calculer et qu'il faut certainement une intelligence artificielle pour calculer le CIV. Un humain ne pourra pas exprimer par lui-même le CIV. C'est un calcul très compliqué que d'y arriver à ce CIV, donc même une IA ne pourra pas avoir une bonne réponse au CIV, elle ne pourra avoir que des réponses probabiliste et approché. Du coup, je pense que c'est très important typiquement qu'il y ait plusieurs IA qui soient en charge de calculer le CIV et typiquement on va prendre la moyenne ou la médiane de ces différentes IA. Et ça pose également beaucoup d'autres problèmes de hackage et tout ça, comme on en a parlé dans la vidéo que vous venez de voir. Bref, tout ça pour dire que implémenter le CIV, c'est un problème extrêmement difficile. Et puis l'autre problème, c'est de nous convaincre, nous humains, que le CIV calcule vraiment ce qu'on aimerait qu'il calcule, c'est-à-dire que c'est vraiment un CIV, que les IA calculent vraiment le CIV. Et ça, c'est extrêmement difficile de nous convaincre humains. Sans doute que les IA vont devoir faire preuve de pédagogie. La bonne nouvelle, c'est qu'après, elles sont meilleures que les humains pour y arriver, mais bon, elles sont aussi meilleures que les humains pour nous manipuler d'une certaine manière, nous faire croire qu'elles calculent le CIV. Donc, je pense pas qu'on puisse vraiment faire confiance à une IA qui nous explique qu'elle calcule le CIV. Tout ça rend le problème du contrôle, notamment des IA, encore une fois, extrêmement compliqué. Moi, j'ai tendance à avancer que le problème du contrôle des IA est tout simplement sans espoir et qu'il faut vraiment juste essayer d'implémenter un CIV et au moment de la mise en place de l'architecture, du système de cette IA de niveau humain, il faut déjà que tout ça soit en place. Sinon, moi, j'ai bien peur que, je suis très pessimiste quant à l'avenir de l'humanité si on ne fait pas tout ce travail pour s'assurer qu'une IA de niveau humain ait des valeurs humaines et notamment qu'implémente un truc comme le CIV.
Prado demande si le moi++ existe nécessairement et s'ils sont tous d'accord. Alors a priori, si je devais parier, je dirais que les 6 moi++ ne seront pas tous d'accord sur tout. En tout cas, il y aura des points de divergence, peut-être des points de divergence assez importants. Ce qui est important, je pense d'un point de vue de morale des IA, notamment d'un point de vue de sécurité de l'humanité, c'est que au moins le CIV soit, enfin nos moi++, lorsqu'ils sont d'accord, le CIV le sait. C'est vraiment la priorité. Essayons au moins d'être sûrs que l'on est d'accord sur certains points. Par exemple, torturer des bébés à des fins récréatives, c'est mal. Ça serait bien que le CIV le pense aussi. Et j'ai tendance à prédire que mon moi++ va penser que torturer des bébés à des fins récréatives, c'est mal aussi. Après, quant à savoir si le moi++ existe vraiment, non, c'est une construction de la pensée, donc il n'existera jamais dans le monde physique. C'est une expérience de pensée, c'est imaginer qu'est-ce que moi, si j'ai beaucoup plus de temps de réfléchir, j'apprenais beaucoup plus les rudiments de toutes les philosophies et sciences et que je choisissais celle que je préfère, qui me semble la plus fiable, et que ensuite j'utilisais toute cette connaissance et j'avais accès à toutes les données possibles et que je prenais vraiment le temps de méditer à chacune des données, à méditer à chaque enfant en Afrique typiquement qui meurt de faim en ce moment. Si je prenais le temps de réfléchir à tout ça, quelles en seraient vraiment les conséquences? Si je prenais vraiment tout le temps de la réflexion et avec toutes les données qui sont possibles, où est-ce que j'en viendrais? Et ça, typiquement, c'est un exemple de monde contrefactuel et c'est quelque chose qui est très bien traité par certaines philosophies du savoir, en particulier par le bayésianisme. Pour le bayésianisme, voilà, il suffit de décrire l'état du monde, de rajouter quelques bits d'informations sur la modification de l'état du monde et de demander ensuite au bayésianisme de prédire qu'est-ce que voilà, je voudrais, typiquement, si dans ce monde contrefactuel. Et ça, c'est une question qui a une réponse si on prend un cadre bayésien. Du coup, le moi++ peut être prédit par un cadre bayésien. Alors, ce qui est important à voir, c'est que le bayésianisme fait toujours des prédictions probabilistes. Donc, le moi++, même dans le cadre du bayésianisme, sera plein d'incertitudes et du coup, il y a une incertitude sur la morale du moi++. Je pense que c'est très important de prendre ça en compte. Donc, il y a cette incertitude épistémique, c'est-à-dire je ne sais pas comment moi j'évoluerai, je peux faire des prédictions, mais je ne peux pas en être sûr. Et en plus, une incertitude due à la construction du moi++, quel est l'ordre dans lequel le moi++ va analyser les données qu'on lui donne. Tout ça fait qu'il y a des couches supplémentaires d'incertitude qui font qu'on est fondamentalement dans l'incertitude quant aux préférences du moi++. C'est très important à prendre en compte. Et d'ailleurs, je renvoie vers la dernière vidéo de Monsieur Phi où il parle un peu de cette incertitude épistémique sur nos morales. Et quand on prend ça en compte, ça force à prendre des décisions aujourd'hui. Par exemple, comme explique Thibaut, s'il y a une probabilité 1% que j'attribue une certaine valeur drastique à un certain événement, par exemple un risque existentiel, alors que bon, à 99% je pense que c'est n'importe quoi et que j'attribue aucune valeur morale en plus à ça. S'il suffit qu'il y ait 1% de valeur épistémique, que en effet le moi++ attribue une grande importance à quelque chose, à ce moment-là, quand je calcule l'espérance de la valeur morale de telle action, ça doit rentrer en compte et le fait que c'est une grande ampleur peut faire en sorte que j'agis selon une morale qui me semble très peu probable, mais parce que les valeurs morales associées à cette morale ont des grands effets, je vais quand même lui donner beaucoup d'importance. Voilà, c'est un magnifique raisonnement d'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo de Thibaut. Et sur ces questions-là, essayez surtout de ne pas être hooligan, de ne pas avoir un avis prédéterminé que vous voulez défendre. Essayez d'écouter notamment l'argument de Monsieur Phi qui n'est pas du tout spécifique au sujet qu'il traite, qui est un argument absolument merveilleux, et essayez de réfléchir calmement et sereinement à la morale. Voilà, si vous êtes un peu tendu, excité, pas à l'aise au moment de regarder cette vidéo, c'est que c'est pas le moment de répondre à la vidéo, et c'est le moment de pas laisser un commentaire, c'est le moment de prendre sur vous, de réfléchir au calme, de prendre le temps de la réflexion et de lutter contre le hooligan en vous. Enfin, Slevan Bov de la chaîne Homofabulous, avec qui j'avais déjà fait une collaboration, je mets la vidéo ici, fait la remarque que finalement c'est peut-être pas plus mal, en tout cas selon lui ça serait mieux si la morale des IA était adaptée à la morale des gens de l'époque où l'IA est appliquée. Et en ce sens, du coup, la morale des IA devrait coller à la morale descriptive. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise parce que je pense qu'on est à chier moralement. En tout cas, moi personnellement, il y a plein de choses que je pensais il y a un an, que je ne pense plus aujourd'hui. Il y a plein de divergences comme ça et j'ai vraiment l'impression de progresser moralement et je pense que chaque année qui passe est du temps perdu. Donc typiquement par rapport à la malaria, voilà, malaria il y a un an ou il y a 2 ans, c'est un problème que je ne considérais pas important, alors qu'aujourd'hui je considère que c'est un problème extrêmement important et qui tue littéralement des centaines
centaines de milliers, donc c'est 700 000 morts par an, qui touche des centaines de millions de personnes par an. Des centaines de millions de personnes souffrent chaque année à cause de ça. C'est une fraction très importante de la population. De la même façon, je pense que la vieillesse aujourd'hui est quelque chose d'atroce, quoi. Ça nous fait vivre des décennies dans des facultés réduites, à la fois physiques et mentales. Donc je pense que c'est vraiment des catastrophes aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je ne pensais pas il y a 1 an ou 2 ans. Et du coup, je pense que la morale du mois d'il y a 1 an est vraiment très erronée. Je n'avais pas du tout le sens des priorités et je pensais important des trucs qui, en fait, voilà, par exemple l'éducation en mathématiques, en fait, c'est très très secondaire, quoi. Du coup, je pense que c'est très important qu'on fasse mieux que notre morale d'aujourd'hui. Et je trouverais même cela immoral que d'utiliser la morale d'aujourd'hui pour prendre des décisions, sachant qu'elle est très 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 erronée. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de faire mieux. Voilà, je sens que mon moi du présent est très ignorant, très irrationnel et qu'il a faux sur beaucoup de points et qu'il a surtout une énorme marge de progression morale. Et typiquement par rapport à moi de l'année dernière, je pense avoir déjà énormément progressé. Typiquement avec la vidéo de Thibaut la semaine dernière m'a fait pas mal repenser certaines choses, notamment avec cette idée de moi plus plus aussi, voilà, c'est des concepts très récents pour moi et je trouve ça indispensable que quelqu'un en charge finalement de la société soit dans cette optique plutôt que dans l'optique du moi du présent, de la morale descriptive de ce que moi aujourd'hui je préfère, qui est vraiment, encore une fois, pas du tout souhaitable. J'ai très peu d'attachement à ma morale du moi du présent. Ce qui m'intéresse, c'est bien plus la morale du moi plus plus. Et je pense que c'est une attitude qui est indispensable à avoir lorsque l'on parle et qu'on pense à la morale et qu'on raisonne sur la morale. Typiquement, je pense qu'un des aspects importants du moi plus plus, de cette idée de moi plus plus, c'est que lorsque vous cherchez à débattre quelqu'un, le but ne doit pas être de le convaincre. Le but, ça doit être de l'amener à réfléchir à son moi plus plus et à se rapprocher de son moi plus plus. J'aurais tendance à dire que un bon débat, c'est un débat dans lequel les personnes qui débattent se rapprochent de leur moi plus plus. Et malheureusement, en pratique, c'est pas trop ce qui se passe. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va continuer à parler de sécurité des IA. On va continuer à considérer des IA dont la morale est bien programmée à 99,99%, voire même à 100%. Et on va voir que même ces IA peuvent continuer à dysfonctionner si on ne réfléchit pas suffisamment et si on n'implémente pas suffisamment un système bien conçu. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. One can grab this input image and this noise pattern and add these two images together similarly as one would add two numbers together. The operation yields the image you see here. I think it's fair to say that the difference is barely perceptible for the human eye. Not so much for neural networks, because the input image we started with is classified correctly as a bus, and the image that you see on the right is classified as an ostrich. Now we're starting to see that you can also fool machine learning algorithms into doing things they shouldn't. Even if the program running the machine learning algorithm is running the correct code, even if the program running the machine learning algorithm knows who all the messages on the network really came from. And I think it's important to build security into any new technology near the start of its development. We found that it's very hard to build a working system first and then add security later. So I am really excited about the idea that if we dive in and start anticipating security problems with machine learning now, we can make sure that these algorithms are secure from the start instead of trying to patch it in retroactively years later.